Alors qui est-il ? C'est un démon à 9 têtes, connu dans les 2 royaumes. Je vous rappelle qu'il ne reste plus que 2 royaumes, puisque le royaume de Chengrong est actuellement annexé par le royaume de Xi'an, dont Zhanshuan est le roi. Shang-Yu, il est craint pour sa puissance et les rumeurs qui l'entourent, à savoir tuer et manger les hommes comme les dieux d'ailleurs. Dans la mythologie chinoise, Xiangliu est un démon serpent marin venimeux à 9 têtes. Vous admettrez que ça fait beaucoup pour une seule personne. Il est associé aux inondations et à la destruction. En gros, Xiangliu est une calamité pour les êtres vivants. La légende raconte qu'à sa mort, son sang était tellement nauséabond qu'il a été impossible de cultiver les terres. Petite précision sur les démons qui sont beaucoup abordés dans les séries chinoises de ce genre. Les démons sont dans un cycle d'évolution comme toute âme. Cependant, contrairement aux immortels, qui ont choisi de se tourner et donc d'évoluer vers la lumière, les démons qui ont choisi une autre voie portent avec fierté leur nature animale et violente. Ils recourent donc à la violence pour attaquer et se défendre, qu'il s'agisse de violence physique ou énergétique, parfois même violence psychique. Et bien dans la série, on voit qu'il s'agit du même démon que dans la mythologie. Il a bien 9 têtes, toutes différentes, mais également 9 identités dans cette vie, et peut-être même 81 incarnations. Très certainement en lien avec certaines traditions selon lesquelles l'âme aurait un cycle d'incarnation de 9 vies afin de lui permettre de s'améliorer. Dans la série, on peut voir apparaître plusieurs de ces visages et donc identités. Je vous cite ceux que j'ai pu voir. Si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Xiangliu aux 9 vies, conseiller de l'armée de Chengrong, la belle à la barque dormante, alors je l'appelle comme ça parce qu'on n'a pas son nom, Fang Bei, le libertin, tueur à gage à ses heures perdues, que l'on peut voir parfois masqué. Et puis le personnage de la fin que Xiaoyu rencontre, qui n'est autre que Xiangliu après son entrevue avec Tu Shanjin. Il a énormément de visages qui sont liés à ses 81 incarnations et il aime porter des masques pour se cacher. C'est typique du runner dans le parcours de Flamme Jumelle. Un masque pour tuer, un masque pour Xiangliu et même un masque pour la maison de jeu. Ben oui, un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. Xiangliu est né seul, en rampant hors de son œuf. Il n'a pas connaissance de l'identité de ses parents. Il devient esclave dans l'arène de combat, dans laquelle il passera du temps plus tard avec Xiaoyu. Il réussit à s'en échapper au prix de nombreuses blessures. Et c'est Hong Qiang, le général du royaume de Chengrong, qui le sauve et qui deviendra plus tard son père adoptif. Il a également une mère qui lui permettra d'exprimer l'identité de Fang Bei, connu pour sa passion du jeu et des femmes. Sa personnalité principale reste l'identité Xiangliu, connue sous le surnom Xiangliu aux 9 vies, qui est conseiller militaire de l'armée de Chengrong. Je l'appellerai donc de préférence par ce nom dans cette vidéo. Xiangliu apparaît au 3e épisode de la série, donc après Zhanshuan et Tu Shanjin. On le voit dans une scène où il entend le chant de Xiaoyu. Dès les premiers épisodes de la série, on découvre un personnage violent, dont la réputation le précède et dont la tête est mise à prix. Mais sous ces apparences de démon sanguinaire se cache un personnage empli de belles valeurs qui sont l'honnêteté, la liberté et la justice. Et pour faire respecter ces valeurs, Xiangliu n'hésite pas à user de violence, mais également de cruauté. Et c'est ce tempérament qui en fait un démon, contrairement à Zhanshuan, qui est une déité. Le cas de Xiaoyu est quelque peu particulier, puisqu'elle est issue d'une déité et d'un démon. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Parlons des valeurs de Xiangliu. Justice, honnêteté, liberté. Quand on regarde la liste des valeurs de Xiangliu, on se demande pourquoi il est un personnage si détesté et si détestable par moments. Cela vient de sa manière de défendre et faire respecter ses valeurs. En effet, il va utiliser contre l'autre la valeur inverse de la valeur qu'il tente de défendre. C'est un démon et il a encore du chemin à parcourir.
Donc pour lui, user de violence pour obtenir des choses et aller jusqu'au meurtre ne le dérange pas. Le meurtre est pour lui d'ailleurs une bonne manière de mettre fin au problème. Parlons de la justice. La justice est représentée par la notion d'équité et de loyauté. On voit sa loyauté envers son père adoptif, qu'il soutiendra dans sa cause jusqu'au bout, alors que ce n'est clairement pas la sienne et que cela va à l'encontre même de sa valeur de liberté. Elle apparaît dans tous les marchés qu'il passe avec les autres. Lorsqu'il passe ce marché avec le vrai Fan Bay, bien que ce dernier trouve la mort, il continue de remplir sa part du marché. C'est une véritable valeur à ses yeux. D'ailleurs, il en est récompensé puisqu'il y trouve une mère. Quand Xiaoyu est attaqué et perd la vie, il passe un marché avec San Xuan. À ce moment-là, il ne vibre pas complètement l'amour inconditionnel. C'est plus tard qu'il le fera au contact de Xiaoyu. Aussi va-t-il passer un marché parce que c'est juste après tout. Il lui cède bien une vie en échange de quoi il gagne une montagne pour enterrer ses camarades. On la voit également la justice dans ce marché passé avec Xiaoyu. Tu donnes de ton temps et je t'apprends à tirer à l'arc. Enfin, sa notion de justice, on la voit également dans son attitude générale. Il n'attaque que pour se défendre ou pour protéger les siens. Ce serait violer ses propres valeurs et l'honnêteté est l'une des autres valeurs de Xiaoyu. Bien que caché derrière un masque, il n'en demeure pas moins lui-même, comme il le dit à Xiaoyu. Ce qui est intéressant, c'est que bien qu'il ne sache pas s'il en tirera bénéfice, si le marché lui paraît juste, à ce moment-là, il l'accepte. En effet, il vit dans l'instant présent, il ne regarde pas l'avenir et d'ailleurs il ne regrette jamais les marchés qu'il passe. Toutefois, il n'en regrettera qu'un seul, et c'est bien ce qui montre son évolution dans sa relation avec Xiaoyu, c'est le marché qu'il passe avec Tu Shanji. Parlons d'honnêteté. L'honnêteté chez Xiangliu est une valeur fantasmée, dans le sens où il exige des autres, en parle beaucoup, mais ne se l'applique pas toujours à lui-même. Toutefois, il y a une exception, il s'agit des marchés qu'il passe. D'ailleurs, il le dit lui-même, sa parole est définitive. Il demande à Xiaoyu d'être honnête quant à son identité, alors que lui-même porte un masque. Il va lui reprocher de lui mentir à plusieurs reprises, notamment sur son identité de princesse de Howling, alors que lui en a 9, et qu'il tente de la séduire sous l'identité de Xiangliu, puis quand il constate que ça ne fonctionne pas, sous l'identité de Fan Bei et ou bien de la Belle à la barque. Mais son plus gros mensonge concerne les insectes venimeux. En effet, si Xiaoyu meurt, il ne perdra qu'une vie, donc elle peut le menacer autant qu'elle veut. De plus, il laisse supposer que si lui venait à mourir, Xiaoyu mourrait également. Il ne le dira jamais. Observez qu'il n'a jamais répondu à cette question. En effet, les choses ne sont pas si simples que cela parce que pour mourir, Xiangliu, il doit perdre ses 9 vies. Or, on le voit perdre une vie à chaque fois qu'il sauve Xiaoyu. La première fois, elle est bel et bien morte et il la ramène à la vie avec une de ses vies à lui. Puis, lors du retrait de l'insecte venimeux, ils perdent chacun une vie. Xiangliu utilise alors une de ses vies pour la ramener à la vie et il lui en reste ainsi 6. Donc on comprend bien qu'il s'agit d'un mensonge qui lui permet de garder Xiaoyu en otage en la contrôlant. Parlons d'emprisonnement. On en vient à sa valeur liberté. C'est quelqu'un de libre qui peut aller où il veut et faire ce qu'il veut quand il le veut. Ce n'est pas pour rien que lui, un démon marin, parcourt la mer, la terre et le ciel avec sa monture boule à plumes. Et cette valeur est d'autant plus importante qu'il en a été privé lorsqu'il était esclave dans l'arène de combat. Or, lorsqu'il rencontre son père adoptif et oreille gauche, comment ne pas se sentir solidaire et ne pas avoir envie de les aider à se libérer de l'oppression? Cependant, c'est un démon. Et bien sa liberté pour la défendre, il n'hésite pas à emprisonner et violenter les autres. Et cela peut aller jusqu'au meurtre, puisqu'il tente par 3 fois d'assassiner Xuan. Je ne parle pas de liberté physique uniquement, mais également de liberté de penser et d'agir, et c'est d'ailleurs sur ce point que ça coince avec Xiaoyu.
Parlons de son lien à la matérialité. Xiangliu chérit sa liberté. Il n'a donc pas d'attache physique. Il dort à la belle étoile, sous l'eau, et parfois même dans le lit de Shoyo. Comme il ne se pose nulle part, il ne prend pas la peine de meubler sa tente militaire qui est minimaliste. Il pourrait vivre dans l'eau, d'autant qu'il est le seigneur des mers. Et bien qu'il ait un endroit sous l'eau, ce coquillage que l'on voit apparaître quand Shoyo a besoin de lui, eh bien il ne s'y établit pas. Peut-être simplement parce qu'au début, il est vide de souvenirs. Par la suite, on pourra l'y voir, nostalgique, en train de penser à elle. Xiangliu est dépensier, et l'argent qu'il gagne en remplissant des contrats sert à nourrir l'armée de son père. Résultat, il est souvent à court d'argent. Et quand les choses se compliquent pour son armée, il en vient à voler du grain et à demander l'aide de Tushanjin. On voit aussi une scène assez drôle dans laquelle il souhaite inviter Shoyo à manger, mais il n'a pas d'argent pour régler le repas. Elle propose de régler, mais il refuse et préfère aller mettre un de ses rares biens en gage. Pour Xiangliu, l'argent est ce qu'il est, un moyen d'obtenir des marchandises ou des services. Par conséquent, lorsqu'il n'en a pas, il va utiliser son identité de tueur à gages pour se procurer directement ce dont il a besoin. Son lien avec les autres est compliqué parce qu'il a un karma de pestiféré. C'est quelqu'un de solitaire que les autres veulent frapper ou tuer. Ainsi, il est devenu méfiant. L'amitié et l'amour sont des sentiments dont il peut se passer aisément. Aussi, ses relations sont principalement basées sur des notions d'équité et d'échange qui empêchent alors quiconque de se sentir personnellement apprécié de lui. Ses sincères sentiments sont enfouis et réservés à très peu de monde. Son père, Bula Plume, sa mère, Shoyo, Li Hongchang et l'oncle Li Hong. En dehors de ces exceptions, toute relation avec autrui doit lui apporter quelque chose. Même lorsqu'il fait les choses réellement avec le cœur, il voudra toujours en tirer parti, pour ne jamais avoir l'impression de perdre au change. Et comme il est intransigeant, ceux qui touchent à ses valeurs subissent une riposte sanglante. Difficile dans ces conditions de s'approcher réellement de lui. De plus, Xiangliu a un karma de pestiféré, donc il peut être absent pendant longtemps. Par karma, vous pouvez comprendre destin. C'est ce que l'on est venu résoudre dans cette vie pour soi, mais aussi pour une lignée de rois, comme c'est le cas pour Xuan, ou une lignée familiale, comme c'est le cas pour Shoyo, ou encore une lignée d'espèces, comme c'est le cas pour Tushanjin, le renard magnifique, ou Xiangliu, l'infâme démon. Ce qui est compliqué pour nouer une vraie relation avec lui. Toutefois, lorsqu'il a de l'affection pour une personne, il ne l'oublie pas malgré les années qui passent. En dehors de Shoyo et de Xuan, on ne le voit agresser personne. Il est austère, mais plutôt agréable avec son entourage. Il peut écouter les conseils, même lorsqu'ils ne vont pas dans son sens, et avoir une réaction parfaitement normale dès lors qu'on ne touche pas à ses valeurs. Aussi, Xiangliu est un excellent confident pour Shoyo. Excellent dans le sens où il sait l'écouter et la comprendre, sans la juger, sans vouloir la conseiller et encore moins vouloir apporter des solutions à ses problèmes à son insu. Non, il la soutient et la comprend. Mais ce qui est gênant, c'est son côté abusif, et surtout au début de leur relation. C'est quelqu'un qui prend sans demander l'autorisation, que ce soit du sang, la présence de l'autre ou un baiser. Il impose de l'intimité là où elle n'aurait pas eu lieu d'être. Et lorsqu'il propose, est bien difficile de savoir si on a le droit de refuser, compte tenu de son imprévisible violence. C'est pour lui un moyen de contrôle qui lui évite de vivre directement sa blessure de rejet. C'est vrai, qui aurait le courage de rejeter quelqu'un qui vous menace de mort? Parlons maintenant de sa façon d'aimer. L'amour de Xiangliu, contrairement à ses amitiés, est inconditionnel. Il n'a pas appris à aimer, il n'a pas reçu d'amour. Donc il ne connaît l'amour que sous sa forme authentique, celle du cœur. L'amour inconditionnel, on est avec, on est tous avec. Cependant, à force de blessures de rejet,
de blessures d'humiliation, d'abandon, de trahison et d'injustice, et puis d'autres encore qui sont moins connus, eh bien cet amour, on décide de le garder pour soi. Parce qu'au tout début, on ressent un amour tellement fort pour l'autre qu'on ne parvient pas à comprendre pourquoi il n'est pas réciproque. Et c'est ce genre d'amour que ressent Xiangliu au début de son parcours de flamme jumelle. Et on peut voir que tout au long de la série, il lui faudra un peu de temps pour réussir à retrouver cet amour inconditionnel pour Xiaoyu. Et la chance qu'il a, c'est que c'est sa flamme jumelle, donc c'est quelque chose qui est présent et qui va pouvoir revenir facilement. Et donc, qu'est-ce que cet amour inconditionnel? C'est que quand il aime, il n'attend absolument rien en retour. Et il n'hésite pas à donner sa vie pour ceux qu'il aime. C'est quelqu'un d'aimant qui prend bien soin de l'autre. Il est présent lorsqu'on a besoin de lui. Il sait intervenir même lorsque l'on ne l'appelle pas. Et même s'il pressent qu'il ne sera pas bien accueilli. Il est généreux, sait faire plaisir. Et il sait également se faire plaisir en la personne de Fang Fangbei. Néanmoins, il souffre d'une blessure de rejet. Donc il va rester proche, évasif, et préférer ne pas prendre le risque de se faire jeter. D'autant plus que Xiaoyu le rejette assez souvent et semble ne pas être vraiment sincère avec lui. Ni avec elle d'ailleurs. Bien qu'il ait plusieurs identités, on remarque une constance dans ses idées, ses choix et son amour notamment pour Xiaoyu. Il s'agit donc des fameux masques du runner et non d'un trouble d'identité multiple. Il est dans une relation de flamme jumelle et en tant que runner, il va être très présent et fusionnel au début. Aussi dans la série, Xiangliu tente de séduire Xiaoyu sans succès. Il se présente logiquement à elle avec ses masques de runner. Mais rien ne fonctionne et la relation va devenir souffrante pour lui qui va se faire rejeter sans cesse. Aussi va-t-il renoncer à cet amour impossible et confier Xiaoyu aux bons soins de son âme sœur Tu Shenjin dès la fin de la saison 1. Mais contrairement à cet amour inconditionnel, il existe chez Xiangliu un fond violent. Violence déclenchée par des excès de rage qui, vus de l'extérieur, sont tout aussi incompréhensibles qu'imprévisibles, ce qui rend une relation avec lui totalement suicidaire. Et c'est quelque chose dont il prend conscience à la fin de la saison 1. En effet, il a quand même face à lui une déité qui a perdu son pouvoir spirituel. Je parle de Xiaoyu. Sans compter qu'il n'a aucun avenir à lui offrir puisqu'il choisit de suivre son père jusqu'au bout. Et comparé à la loyauté qu'il ressent pour son père adoptif, les sentiments pas très clairs de Xiaoyu ne font pas le poids. Xiangliu est quelqu'un de tactile. C'est un runner et l'amour de Xiaoyu n'est pas palpable pour lui. Donc il n'est pas réel. En effet, pour les démons marins, la sexualité suit immédiatement la séduction. On voit bien que le désir de Xiangliu pour Xiaoyu est extrêmement fort. Il est fort pour lui. De son côté, Xiaoyu est également sous le charme. Je rappelle qu'ils sont dans une relation de flammes jumelles et que leur désir, l'un pour l'autre, est très fort. Donc on va voir Xiangliu plusieurs fois avoir le désir de l'embrasser, le désir de l'enlacer, le désir même de la déshabiller. Il n'ira pas jusque-là, il respectera Xiaoyu. Cependant, dans son attitude, il y a une forme de violence puisqu'il va se servir. Au tout début, il va lui mordre le cou. C'est pareil, on est dans la violence, il ne demande pas la permission. Et d'ailleurs, observez à quel point ce geste devient sensuel avec le temps. Il va l'embrasser, après lui avoir fait perdre connaissance sous l'eau. On peut constater également, mais vraiment tout au long de la série, que physiquement, Xiangliu, Fang Fangbei et la Belle à la barque sont très proches de Xiaoyu. On les voit marcher l'un à côté de l'autre, systématiquement, de manière très proche, un peu comme un couple. Ils sont souvent épaule contre épaule
alors que Shoyo ne laisse personne l'approcher. Bon, excepté Tushanjin, avec qui les choses ne vont pas aussi vite en termes de contact physique. Mais les contacts physiques répétés, les tentatives d'intrusion dans l'espace intime de Shoyo, de la part de Xiangliu, quelle que soit sa forme, sont quand même une forme de violence. Et remarquez bien qu'elle a souvent des moments de recul. Elle reprend position pour reprendre possession de son espace. Et c'est son amour pour Shoyo qui fait qu'il ne tentera rien, qu'il n'ira pas plus loin. Parce qu'on a quand même face à nous un prédateur. Le comportement de Xiangliu est un comportement de prédateur. Mais en dehors de ça, oui, on a quelqu'un qui aime énormément Shoyo et il va en donner la preuve plusieurs fois. Par amour pour Shoyo, non seulement il va sacrifier 3 de ses vies, mais il va renoncer 3 fois à tuer son ennemi juré, Xuan. Il le sait, s'il ne tue pas Xuan, Xuan le tuera un jour. Malgré ça, il va renoncer plusieurs fois à assassiner Xuan, retardant l'échéance de sa mort qui avec le temps deviendra inévitable, pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de sa relation avec Shoyo. Il changera d'avis plus tard. Et surtout, pour ne pas la blesser physiquement, puisqu'elle se met toujours en travers du chemin, il va renoncer à tuer Xuan, sachant pertinemment qu'au final, il en perdra la vie. On voit même qu'il est payé à un moment par les oncles de Xuan pour le tuer. Il s'agit d'un contrat et connaissant le sens des valeurs et de la loyauté de Xiangliu, c'est un contrat qu'il doit honorer, d'autant plus que c'est dans son intérêt. Là, on voit que son amour va l'empêcher totalement de faire ce geste-là. Et il ira se mettre en danger encore plus en retirant les insectes venimeux de leur corps, ce qui lui fait perdre quand même beaucoup de vie au final. Il lui en reste plus que 6. Et puis beaucoup d'énergie, l'air de rien. Et ça l'affaiblit parce que s'il avait été le démon à 9 têtes que l'on connaît, la bataille finale aurait sûrement pris une toute autre tournure. Et pour terminer avec sa façon d'aimer, comment ne pas évoquer Tushanjin, puisque Xiangliu va parcourir l'océan pour le retrouver. Il va même se battre dans cet état de faiblesse avec un monstre marin pour faire en sorte que Tushanjin puisse retrouver Shoyo. Alors, son amour, il est inconditionnel parce qu'au point où il en est, il pourrait tout simplement laisser les choses ainsi, mais il souhaite que Shoyo soit heureuse. Donc, il l'aime et il va faire en sorte qu'elle puisse retrouver et terminer sa vie avec Tushanjin, qui est un amour réciproque. Mais pas uniquement. Il va faire en sorte que Shoyo soit en sécurité lorsqu'il ne sera plus là, qu'elle soit en mesure de se défendre, qu'elle soit accompagnée des proches qu'elle aime, et notamment de Tushanjin. Et surtout, ce qui va rendre son amour encore plus inconditionnel, c'est que Xiangliu fait tout ça sans qu'elle en ait connaissance. Mais à la différence des actions de Tsunchuan ou de Tushanjin, Xiangliu va réaliser des choses pour elle sans en attendre de contrepartie, sans espérer de sa part un retour d'amour et sans en récolter les lauriers aux yeux de qui que ce soit. Et même lorsqu'il sauve Tushanjin, il est dans la discrétion. Il va faire en sorte que Li Hongchang le retrouve sans jamais se manifester aux yeux de Li Hongchang. Parlons des blessures maintenant de Xiangliu. Xiangliu souffre de 2 blessures. La blessure de rejet, qui est sa blessure principale, et la blessure d'injustice, qui est sa seconde blessure. Alors, sa blessure de rejet, comment elle se déclare ? Elle va se déclarer dès sa naissance. Après tout, c'est une flamme jumelle, c'est un runner. Donc, il la porte naturellement. D'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus touché, ce qui vous a le plus charmé ou alarmé
dans cette relation entre Xianglyu et Shoyo. C'est aussi un démon qui naît seul, sans défense et que tout le monde veut tuer ou frapper. D'ailleurs, il finit esclave dans l'arène de combat où il va être torturé. Aussi, pour se défendre, il va apprendre à utiliser la force physique et devenir de plus en plus violent et méfiant. Ainsi, quand son père le sauve du tourbillon marin, il le poignarde. Et il s'isole pour aller passer 100 ans seul dans le Grand Nord. Lorsqu'on a été rejeté toute sa vie, on n'imagine pas qu'un jour quelqu'un pourrait nous aimer. Xianglyu est détestable aux yeux de tous. Alors pourquoi chercherait-il à être apprécié, puisque quels que soient ses efforts, sa nature intrinsèque est rejetée par tous. Et partout où il va, sa réputation le précède. Même lorsqu'il accepte de suivre son père adoptif, il vit le rejet au sein même de l'armée Shenrong. Et surtout ce rejet, il va le vivre avec Shoyo. Et il va même sûrement l'interpréter comme du dégoût par moments. Cette blessure, il ne travaille pas dessus. Il l'évite, en évitant de nouer des relations avec les autres. Et ceux qui la font remonter subissent un lourd tribut. Ce qui a pour conséquence de le faire entrer dans le cercle vicieux du rejet, à savoir, il va s'isoler encore plus face au rejet des autres et donc apprendre à s'auto-rejeter. C'est quelque chose dont souffrent les personnes qui portent la blessure de rejet, c'est le fait de se rejeter d'elles-mêmes avant d'être rejetées par les autres. Ce sont des personnes qui ne vont pas oser aller vers les autres de peur de déranger et surtout parce qu'elles se pensent indésirables. Et des fois où elles auront ce courage d'aller vers les autres, elles vont souvent adopter une attitude qui n'est pas réelle, qui n'est pas leur véritable personnalité pour séduire, pour plaire aux interlocuteurs. Et c'est ce qu'on va appeler les masques de personnalité. C'est donc sa relation de flamme jumelle qui va le forcer à la travailler en le mettant face au rejet constant de son autre. Deux choix s'imposeront à lui alors. Montrer à l'autre son véritable visage ou faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Si vous vous sentez concerné par cette blessure de rejet et avez des difficultés à la gérer, je vous rappelle l'existence du programme d'accompagnement Me, Myself and I, dont le lien est en description de la vidéo. Parlons de la blessure d'injustice de Xianglyu. Comment elle se déclare ? Dès la naissance, pareil. Il n'a pas de parents, il naît démon, c'est parfaitement injuste. Il la vit lorsqu'il est dans l'arène simplement parce qu'il est un démon, alors on le torture et on le jette dans une cage comme une bête de foie. Shoyo va lui faire vivre également de l'injustice dans la manière dont elle le traite. Il sert de bouche-trou, elle l'utilise pour passer le temps, donc elle est plus gagnante que lui dans ce deal, mais surtout pour rendre jaloux Tushonjin. Et elle ira jusqu'à lui tirer dessus pour défendre Xuan. Ce n'est pas simplement le fait de lui tirer dessus, c'est aussi son positionnement qui est injuste. Lorsque Xuan tente de tuer Xianglyu, elle le comprend. Même si c'est douloureux, elle finit par comprendre les raisons pour lesquelles il attaque son père. Mais lorsque Xianglyu attaque Xuan, là ça ne passe pas et elle intervient. Alors qu'elle ne supplie ou ne s'interpose pas lorsqu'il s'agit de tuer Xianglyu. Xianglyu n'est pas prioritaire et ça, c'est injuste. Pour lui qui sacrifie ses vies pour elle, une après une, et qui s'affaiblit avec le temps en renonçant à son sang guérisseur. D'ailleurs, dans la relation de flamme jumelle, il est connu que le chaser est un guérisseur, c'est un soignant. La majeure partie du temps, c'est ce qu'on a constaté, et bien souvent, il va soigner son honneur. Et là, je parle pas de soins physiques, je parle de soins énergétiques. À ces blessures de rejet et d'injustice s'ajoute un karma de pestiféré. Le pestiféré, c'est quelqu'un que tout le monde évite, qu'on met en quarantaine et qui souvent inspire le dégoût. Xianglyu a tout d'un pestiféré. Il naît seul, il vit seul et il finit seul. Sa nature de démon fait que tout le monde l'évite. Ce n'est pas un démon séduisant comme le renard, non, c'est un démon serpent, rampant et né des profondeurs marines.
Et pour couronner le tout, il a 9 têtes et il est venimeux. On peut dire qu'avec un tel karma, il a tout pour expérimenter la blessure de rejet. Le karma, c'est un choix selon moi. Je me souviens de ma préparation à ma vie sur Terre, tout est préparé dès ce moment-là. Avec le karma, on vient tenter d'apporter une réponse à un problème non résolu par la famille dans laquelle on va naître ou le pays dans lequel on va naître. Et lorsque c'est résolu, on gagne quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots, mais c'est de l'ordre de merveilleuses capacités dont on bénéficiera dans nos prochaines vies et que moi je nomme le Dharma. Revenons maintenant au karma de Xiangliu. Son karma, il semble le connaître et l'accepter. Lorsqu'Oreille Gauche réussit à gagner sa liberté, il lui dit qu'il n'a pas besoin de compagnie. Quand Xiangliu sent venir sa fin, il éloigne volontairement de lui tous ceux qu'il aime, Boule à Plume et Xiaoyu. Alors, quelle est sa réponse à ce karma? Sa réponse première, naturelle, est l'amour inconditionnel. Et c'est une réponse forte face à la dureté de sa vie. Déjà l'amour pour lui-même, parce qu'avec un tel destin, beaucoup auraient abandonné, mais aussi l'amour inconditionnel qu'il va éprouver pour les autres. Au début, il lutte en étant très violent, en punissant ceux qui réveillent ses blessures et agressent les siens. Mais son contact avec l'amour inconditionnel de ses parents adoptifs, de Boule à Plume, ainsi que sa rencontre avec Xiaoyu vont le changer. Temporairement, il deviendra plus indulgent et patient avec son entourage. Cependant, vers la fin de sa vie, alors que ses blessures sont ravivées par l'attitude de Xiaoyu à son égard, face au harcèlement de Xuan et l'inévitable mort qu'il attend lui et son père, il choisira en réponse finale de laisser sa nature démoniaque s'exprimer pleinement. Ce piège qu'il tend à ses assaillants est-il vraiment nécessaire? Après tout, il ne reste que lui. Il pourrait choisir de fuir, qui pourrait le retenir? Eh bien, face à l'incrédulité de tous, il va rendre justice à ceux qui défendaient leur liberté en étant authentiques, à savoir un démon serpent venimeux. Nous offrons la scène la plus marquante de la série, la plus émouvante également, qui n'a pas eu de la peine en le voyant ainsi ensanglanté, pensant à Xiaoyu dans ses derniers instants. Parce qu'à la toute fin, c'est son amour inconditionnel pour sa flamme jumelle, Xiaoyu, qui habitera son cœur et ses pensées, lui envoyant plein de bénédictions et effaçant toute trace de son existence dans sa vie, lui permettant de lâcher prise et de vivre une vie heureuse. Et j'en ai terminé avec l'analyse de Xiangliu. Donc ce personnage qui porte une blessure de rejet très forte et très visible dans la série, qui est capable d'un amour inconditionnel que les flammes jumelles connaissent, mais qui a un parcours d'âme à faire, notamment sur le sujet de la violence, sur le sujet de la partie démoniaque en lui, puisque dans ce folklore, les démons doivent s'améliorer, tout comme les êtres humains, pour pouvoir parvenir à une certaine forme de divinité, mais de divinité lumineuse. Puisque là, on a un démon qui est très puissant, mais qui se sert de sa puissance avec de mauvaises intentions. Donc on imagine bien que Xiangliu, s'il se sert de sa puissance et de son amour inconditionnel pour effectuer de bonnes actions au cours de sa prochaine vie, il pourra plus rapidement accéder au statut de divinité. Et nous espérons pour lui, c'est un personnage, mais on espère pour lui que lors de sa prochaine incarnation, il naîtra sans sa flamme jumelle, qu'il ne connaîtra que des âmes sœurs et qu'il aura la possibilité d'évoluer tranquillement, sans souffrance et d'ouvrir, surtout d'avoir une meilleure naissance, puisqu'une naissance qui ne nécessitera pas de mettre en place une blessure de rejet et un karma d'isolement, afin de lui permettre d'exprimer cet amour inconditionnel, de le développer, comme il a su le faire dans cette vie avec Xiaoyu.
Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de Shoyo, qui est le chaser dans cette relation de flamme jumelle. Et je vous parlerai de ses blessures, de son karma et de ses relations avec les autres. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à mettre un pouce si ce contenu vous a plu et à vous abonner à la chaîne, notamment à activer la cloche pour être notifié des nouveautés. À bientôt sur La Voix de NAC.